Bonjour à tous, donc je suis Alain Desbouchages, je suis infirmier de profession, cadre de santé, et je suis donc le pilote de la coordination territoriale des soins urgents et non programmés à l'Observatoire régional d'Occitanie. Alors, quels enjeux pour le bed management, les indicateurs par rapport aux indicateurs aux urgences? Concernant le bed management, on pourrait dire que tout a été dit, tout a été écrit, ça fait des années qu'on parle du bed management, donc qu'est-ce que j'aurais à dire de plus? Et pourtant, il me semble qu'il y a des notions à apporter et qu'on constate encore aujourd'hui. Personnellement, je trouve que l'ambition pour le bed management est différente en fonction du contexte. La posture du bed manager, la personne qu'on choisira pour être bed manager, aura une ambition différente au sein de la structure. On a par exemple des bed managers qui sont des administratifs, ça peut être un choix de l'établissement. On a des bed managers qui sont des soignants, médicaux, paramédicaux. Et donc, en fonction de cette posture-là, l'ambition sera différente. On a bien évidemment le positionnement institutionnel. Je pense que le positionnement de l'institution dans le cadre du bed management est essentiel. Il faut que ce soit un positionnement de la direction générale, qu'elle prenne en charge pleinement cette mission de gestion des lits internes. Et puis, il faut également que ce soit partagé par la communauté médicale, le PCME. Et bien évidemment, si le bed manager est un paramédical, il faut que la direction des soins soit pleinement impliquée. Et puis, le positionnement physique aussi du bed manager, suivant si on le positionne aux urgences, ça donnera un signal différent. Si on le positionne à proximité des unités de soins, là aussi, on donne un signal fort au sein de l'établissement. Soit il travaille uniquement sur le non programmé, il inclut le programmé, etc. etc. Alors, quelle est la situation actuelle? Nous, en Occitanie, on a pris l'indice de maturité qui a été co-construit par la FEDORU. On voit qu'aujourd'hui, en Occitanie, on a un bed management qui est mature, entre guillemets, à 43,9%. C'est-à-dire que sur les 62 établissements, il y a une structure d'urgence. 62 établissements ont répondu. Et ce qui est important par rapport à cet indice de maturité, en tout cas ce que je trouve personnellement, c'est les différentes composantes. Parce que le bed manager, ou en tout cas la personne qui va assurer cette mission-là, si derrière il n'y a pas toute une organisation interne de gestion des lits, avec des leviers internes, des parcours, un pilotage, des outils, je pense que le bed manager, la fonction, va être fortement restreinte. Alors en Occitanie, ce qu'on peut se rendre compte, c'est que donc l'idée de l'indice de maturité est un levier important pour nous, en tout cas dans le cadre du projet que l'on mène, parce qu'il nous permet de voir non seulement où se situent les départements, la région, les départements, et puis comment ils se situent en fonction des différentes composantes, ce qui pourra être un levier dans notre mission d'accompagnement pour la montée en maturité des établissements en toute humilité. Et donc, là aussi, cet indice de maturité, après, est décliné par établissement. Et là aussi, la coordination territoriale, dès qu'elle rencontre un établissement, regarde son indice de maturité et les leviers qui sont possibles pour l'établissement. Alors, quel constat aujourd'hui ? Aujourd'hui, on peut constater qu'on a des organisations qui sont peu matures en termes de bed management. Parfois, il y a un bed manager, parfois pas. Des outils qui ne sont pas systématiques en termes de gestion des lits dans les établissements. Et donc, on n'a pas forcément d'organisation ad hoc. Quand je dis organisation ad hoc, c'est que là aussi, je crois qu'il faut pleinement que les établissements se saisissent de cette politique interne de gestion des lits. Le bed manager, si derrière, et notamment là pour le coup, je vais parler pour la profession dont je suis issu, il faut redonner la fonction clinique au cadre santé des unités. C'est-à-dire que le bed manager ne pourra rien si derrière il n'y a pas une réelle implication au sein des unités et des services en termes de gestion des lits. Donc il y a une implication indispensable des directions, et pas que, je l'ai dit, de la présidence de la CME et la direction des soins. Côté bed manager, quand il y en a, bien évidemment, on a souvent des amplitudes horaires limitées. C'est souvent des postes dont personne n'a voulu, des postes en reclassement parfois. On n'a pas de continuité de service. Ça revient au même propos que je disais, c'est-à-dire qu'après le départ du bed manager, parfois la gestion, elle se poursuit, parce qu'inévitablement, on l'a toujours fait, et donc elle se poursuit, mais elle n'est pas forcément organisée.
Il n'y a pas de rôle clair de ces bed managers, en tout cas dans beaucoup d'institutions. C'est souvent des personnes qui sont peu formées à cette fonction, à ce nouveau métier, qui est soumis bien évidemment à de fortes tensions. C'est des professionnels qui sont contraints, qui sont en tout cas sont victimes parfois d'agressivité, pas à l'encontre de leur personne, mais par rapport aux tensions que procurent les notions d'activité. Et c'est souvent des postes isolés au sein de l'institution et souvent entre direction générale, service des urgences, service clinique, ce sont des professionnels qui sont souvent soumis à ces contraintes-là. Et puis après, on a des outils de pilotage, on a des outils de pilotage qui existent, mais qui sont souvent peu connus, et donc ça revient à l'idée que ce sont des professionnels qui sont souvent pas formés, ou en tout cas, on les informe pas de tous les outils nécessaires et qui pourraient leur permettre de piloter au mieux l'activité dans leur établissement, et notamment en concernant le BJML. Alors, est-ce une solution ? L'avenir nous le dira. En Occitanie, l'ORU Occitanie porte un projet de coordination territoriale des soins urgents et non programmés. On a une vaste région, 13 départements, donc on a découpé notre région en 4 secteurs. Ce qu'on a souhaité, c'est que le dispositif soit harmonisé sur l'ensemble de la région, c'est-à-dire que tous les départements de la région vont bénéficier de cette coordination territoriale. Et on a positionné 3 coordonnateurs par secteur. Un animateur régional dont je suis, avec des coordonnateurs territoriaux qui seront au nombre de 12, on en a 11 aujourd'hui. Et donc, bien évidemment, cette pyramide, elle ne tient pas si derrière, on n'a pas des bed managers d'établissement ou de GHT. Et donc, tout notre travail est d'accompagner, parce qu'il faut que pour travailler en coordination, on puisse identifier les représentants de la gestion des lits en interne. Notre objectif, fluidifier les parcours, bien évidemment, faciliter la coordination, adapter l'offre en situation tendue ou de crise. Là aussi, on est sur une situation plutôt macro à l'échelle du territoire, mais pas que, puisqu'à un moment donné, on revient aussi au niveau de l'établissement. Et puis prévenir les tensions, là aussi, on n'est pas complètement utopiste. On est des professionnels de terrain, on sait qu'on n'enlèvera pas totalement les tensions, mais on voit avec la coordination territoriale qu'on arrive à anticiper parfois sur le territoire des tensions qui pourraient résulter à des fermetures, par exemple, de services d'urgence par manque de médecins ou de paramèdes. Alors après le constat, quelques pistes de réponse. Notre souhait, nous, à travers ce dispositif de coordination, c'est d'accompagner la montée en charge des établissements, et là encore, en toute humilité. Mais il faut engager et impliquer les établissements. Donc on s'appuie bien évidemment sur un recensement, puisque l'idée, c'est que les coordinatrices rencontrent tous les établissements et qu'on puisse avoir un représentant identifié de gestion des lits qui sera notre correspondant. Et puis bien évidemment s'appuyer sur l'indice de maturité qui vont être des leviers pour permettre de travailler avec eux à la montée en charge du bed management sur les 6 composantes, parce que parfois il y a des composantes qui sont plus développées que d'autres, et donc l'idée c'est de travailler avec ça. Au niveau du bed management et des bed managers, répondre à ce besoin de formation, l'idée c'est de leur donner à disposition tous les outils qu'on peut avoir et qu'ils ont à leur service en termes de pilotage et ce qui existe actuellement. Et puis on en crée d'autres grâce à eux, parce que aussi le besoin vient parfois du terrain. Et puis répondre à l'isolement du bed management, là aussi, ça paraît une évidence, mais on souhaite créer cette communauté des bed managers, et notamment dans le cadre de la coordination territoriale, de manière hebdomadaire, il y a des cellules opérationnelles où tous les bed managers des établissements qu'on a recensés sont autour de la table pour parler de leur activité et de l'activité du territoire. Et puis au niveau du territoire, on s'est rendu compte que la coordination nous permet d'améliorer notre remontée de qualité des données, puisque les coordinatrices suivent ces données, notamment en termes de disponibilité des lits, en termes de capacitaire, et puis d'indicateurs qu'on a créés, notamment qui existaient, mais dont on a apporté des précisions sur notre espace professionnel. Et puis, saisir les opportunités du territoire, c'est-à-dire qu'on se rend compte au cours de la coordination territoriale qu'il y a des problématiques spécifiques sur un département qui ne seront pas les mêmes sur un autre, et on crée des sortes de filières. En tout cas, c'est dont s'emparent les coordinatrices, comme par exemple l'admission directe des patients de plus de 75 ans dans le département des Pyrénées-Orientales. Notre coordinatrice a travaillé avec les médecins urgentistes, avec les présidents de CME, des SMR. Et l'idée, c'est que les patients soit arrivent aux urgences, malheureusement, et puissent partir directement en SMR de l'aval des urgences, soit sont repérés au domicile, et avec l'équipe Parcours Santé Personnes Âgées, il y a une évaluation qui est faite et le patient part aussi en SMR. Et ça, l'objectif étant moins de 24 heures.
À ce stade, depuis septembre, on est à 67 demandes et plus de 56 patients qui ont été transmis directement en SMR via ce principe-là. Et on a d'autres exemples de filières adaptées au territoire. J'essaye d'être dans les temps. Voici quelques exemples de tableaux de bord. Notre tableau de bord de l'ORU Occitanie est un outil indispensable et les indicateurs que nous avons sont indispensables dans le cadre de la coordination. L'idée était de vous montrer l'ensemble du panel d'icônes que nous avions sur l'espace pro, le capacitaire, et puis ce dernier outil qu'on a créé grâce au BJML, où on arrive à montrer à tous les établissements leur BJML au 25e percentile. On leur a mis également le 75e percentile, et puis chose très intéressante, on leur met leur réalisé à J-2, J-4 en fonction de la remontée des RPU. Et là aussi, on leur dit, c'est à vous de juger l'utilité de cet indicateur. Vous avez un BJML qui est à 12, en J-2, J-4, vous avez fait 14. Est-ce que vous restez sur ce BJML ou est-ce que vous passez au 75e percentile? L'idée n'est pas de réserver trop de lits et d'essayer d'en réserver un petit peu pour permettre de fluidifier l'aval des urgences. Et puis on leur met la semaine qui suit, la semaine 14 et puis la semaine 15 qui est en grisé. Donc ça, tous ces outils, on accompagne ces bed managers à ce que ce soit un levier au sein de leur établissement. Pour conclure, une volonté d'établissement, vous l'avez compris, institutionnelle aussi. Il faut que derrière, nous en tout cas, on a eu l'Agence régionale de santé d'Occitanie qui a porté ce projet. Il faut vraiment qu'il y ait une volonté territoriale, qu'il y ait une volonté d'établissement pour pouvoir rentrer dans ce processus-là. Les indicateurs et les outils sont bien sûr de suivi et de prévisibilité sont bien sûr indispensables à l'activité des bed managers d'établissement et pour nous dans le cadre de la coordination territoriale. Mais j'ai dit pas que, parce que notre projet se repose quand même sur le facteur humain. On peut mettre tous les outils de prévisibilité et de suivi, à mon sens. Si derrière, on n'a pas un facteur humain essentiel à toute cette coordination et cette mobilisation de ces indicateurs, je pense que c'est un peu peine perdue. Et même avec le facteur humain, c'est déjà compliqué à développer. Donc vraiment, nous, on insiste sur cette notion du facteur humain et de la volonté des établissements à mettre en place ce bed management interne. Et du coup, pour l'avenir de la coordination territoriale, j'ai mis après, parce que là, pour l'instant, on est dans le cadre d'une montée en charge des établissements, de maturité, de construction, de coordination des professionnels. Est-ce que sur une vitesse de croisière, ça suffira ou il faudra aller plus loin? L'avenir nous le dira. Merci pour votre attention. Merci Alain. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? On n'oublie pas de se présenter, s'il vous plaît. Oui, bonjour à tous. Michel Désiré, donc je suis cadre bed manager sur le CHU de Toulouse. Donc je fais partie des idéalistes là qui ont choisi de prendre cette belle profession que tu as bien décrite. Voilà, je voulais faire plutôt un retour d'expérience sur ce que tu as décrit et je voulais insister vraiment sur le caractère opérationnel de ce qui a été décrit. 3 points pour moi que je voulais partager avec vous. Le premier, c'est effectivement que ça a été très utile pour coordonner les ressources sur tout le territoire. C'est-à-dire qu'au travers des assemblées hebdomadaires qu'on a, qui se font en téléconférence, ça nous permet vraiment d'échanger, d'être en contact avec tous les établissements du territoire. Je ne parle pas simplement du GHT, mais vraiment de tout le bassin de population. Et donc, se connaissant, de pouvoir mobiliser vraiment toutes les ressources, de savoir même quotidiennement s'il y a des places dans tel ou tel établissement. Donc on a eu, alors ça a débuté en période de crise avec la Covid, mais ça s'est poursuivi après, donc ça nous a permis vraiment d'avoir des ressources, je pense qu'on n'avait pas autant avant. Deuxième point, tu parlais du positionnement du bed manager. Nous, ça nous a permis de travailler aussi ce sujet-là. Alors sur un établissement de la taille du CHU, en travaillant plutôt sur une notion d'écosystème, c'est-à-dire que on a échelonné le bed manager. Alors pour garantir vraiment une opérationnalité, on a vraiment développé des bed managers de pôle qui travaillent vraiment sur leur filière spécifique. Et nous, en bed manager d'établissement, là, on va assurer les interfaces avec le territoire, avec la direction, vraiment la liaison, on va dire, stratégique opérationnelle. Donc ça nous a permis là aussi d'avoir un gain d'efficacité. Et le troisième élément, c'est sur la maturité. Ça nous a permis de travailler aussi
des thématiques très pratiques, très pragmatiques. L'étayage, alors on a parlé des HAD, là, l'étayage des HAD, des EHPAD, l'étayage des EHPAD par les HAD et une mobilisation des HAD dès les urgences. C'est-à-dire que là, on a un contact direct par les médecins des urgences sur les HAD et on est en capacité à l'heure actuelle de faire une évaluation le matin pour une orientation l'après-midi. Voilà, donc là aussi un gain qui a été très très utile. Voilà. Merci pour ces remarques. Merci. Ouais. Merci pour cette présentation. Très importante, c'est un vrai sujet, l'aval des urgences pour nous tous, je pense. Moi, j'avais juste 2 petites questions. Est-ce qu'on pourrait envisager une évolution du BJML en distinguant, je ne sais pas si c'est possible, hein, les médicaux et les chirurgicaux? Parce qu'une des tensions qu'on a régulièrement, c'est, alors peut-être que c'est spécifique au CHU. Est-ce que c'est spécifique au CHU? Je ne sais pas, mais en tout cas, on a une vraie tension des fois sur des services de chirurgie qui se retrouvent en difficulté avec certains types de malades. Ça, c'est un vrai... Moi, je pense qu'il y a un vrai besoin. Et en tout cas, clairement, le BJML à 25%, on voit bien qu'il est un peu sous-dimensionné. Et donc, on a de temps en temps, dans certains établissements, des cellules de gestion de lits qui vous disent, regardez, votre besoin, c'est 17. Dans l'établissement, il y a 20 lits, donc tout va bien. Sans regarder que là-dedans, il y a des lits de gynéco, des lits de... Enfin, donc, je pense qu'il y a peut-être, je ne sais pas du tout si vous pouvez répondre sur ce point. Je vais répondre d'abord et après, sur l'aspect technique, je laisserai peut-être Laurent répondre, mais sur le BJML, effectivement, vous avez raison. Alors, il y a des établissements qui le travaillent en interne, mais nous, par exemple, on leur a mis le 25e percentile, et avec les coordinatrices territoriales, on a trouvé intéressant aussi de leur mettre le 75e percentile, comme je l'ai dit, parce que l'idée était de dire, c'est à votre main. Nous, c'est un outil qu'on vous met à destination, on vous accompagne là-dessus, et surtout, en fonction de votre réalisé dans la semaine, vous pouvez l'adapter presque, j'allais dire, à tous les jours, quoi. Donc, c'est là où je trouve que l'outil est intéressant. Juste pour répondre sur le BJML, c'est un outil national qui veut dire qu'il est adapté à tout type d'établissement et que pour descendre au niveau de granularité que tu demandes, effectivement, sur de gros établissements, c'est faisable. Sur des petits établissements, c'est pas faisable. Par contre, la question qui se pose, c'est effectivement, est-ce qu'on ne doit pas faire un BJML territorial? Et dans ce BJML territorial, à un moment, se poser la question, à savoir si on ne doit pas proposer des orientations sur des établissements qui n'ont pas de structure d'urgence, dès le départ. Donc je pense que ça fait partie des réflexions qu'on doit aborder au niveau de nos régions. Ça, dès le BJML en chir et en médecine, on y a pensé, bien sûr, on a travaillé dessus, mais ce n'est pas possible parce que le champ orientation à la sortie, on sait si les patients sont mutés, transférés, où ils sont, retour à domicile, ça on sait faire. Par contre, pour aller plus loin, il faut savoir où ils sont hospitalisés, dans quel IVF, etc. Et puis après, les classer chirurgie-médecine. Or ça, en termes d'exhaustivité, au niveau national, c'est nul. C'est nul comme champ. Donc on ne peut pas le faire. On aimerait bien, mais on ne peut pas. Et quant au BJML territorial, on l'a mis en place chez nous. On ne sait pas trop quoi en faire. Et pour répondre à Laurent aussi, je ne sais pas si vous avez vu dans la présentation, mais on a mis aussi une cible collective. C'est-à-dire qu'on leur met... Alors on est sur le premier recours, et l'idée c'est de travailler avec le deuxième recours, leur plus-value dans le cadre de ce BJML, mais on a mis la cible collective en disant collectivement sur le territoire, vous avez temps par exemple, sur la semaine 13 pour le département de la Haute-Garonne, c'est 193 aval post-urgence. Donc on veut vraiment mettre la solidarité interdépartementale, tout établissement confondu. Oui, Stéphane Nologi de Martigues, une question très courte. En fait, on parle beaucoup du BJML, on n'est pas toujours en mesure d'y accéder. Moi, j'ai une question un peu théorique. Est-ce qu'on est en mesure de dire, pour tel service d'urgence, mais c'est une question globale, hein, est-ce qu'on est capable de déterminer quel est le capacitaire idéal pour un établissement qui a un service d'urgence? Par 10 000 passages, il faudrait qu'il y ait quand même un capacitaire. En tenant compte, parce qu'on fait un métier formidable, on s'organise, on dit on a besoin de ça, mais les services ont eux aussi des besoins. Quand vous dites on n'est pas en capacité de l'atteindre, c'est-à-dire, par exemple, on nous dit j'ai un BJML là 12 et j'arriverai pas à réserver ces 12 lits. Et je ne les ai pas et Alors c'est intéressant votre question parce qu'on y est souvent confronté dans le cadre de la coordination et nous, ce qu'on a trouvé intéressant, c'est justement se réaliser à J-2, J-4. Parce que moi, j'ai eu le cas d'établissements ou de collègues qui me disaient mais tu me demandes de réaliser de réserver 12 places, mais moi, avec mon programmé, je ne les rentre pas, ces 12 places. Et quand je regardais le J-2, J-4, je lui disais, ben ouais, tu me dis que tu ne les rentres pas, mais visiblement, tu les prends quand même. Donc c'est toute une question, à mon sens, de volonté institutionnelle
Parce que, ou on fait peser une pression sur les urgences, et ça peut être un choix institutionnel, me semble-t-il, soit on se dit... Parce que, résultat des courses, le réalisé nous montre que globalement, ils les prennent, ou en tout cas, ils sont au BGML au 25e percentile. Donc, c'est toute une stratégie en interne qu'il faut qu'ils échangent. Une dernière question. Oui, Dr Le Guen de l'ARS Pays de Loire. Je suis très heureux de vous entendre parler de BJML territorial. Effectivement, on a eu de gros soucis autour de la métropole nantaise sur un service d'urgence du privé qui n'avait plus du tout de lit et donc qui a déstabilisé l'ensemble de la métropole. Et donc la délégation territoriale de la Loire-Atlantique a réuni tous les établissements publics et privés pour trouver des lits. C'était un bench management, je dirais, infraterritorial, et ça a fonctionné. Donc vraiment, on ne peut pas laisser les seuls établissements hospitaliers avec service d'urgence répondre à des problématiques quand il y a des tensions, avec notamment une augmentation des taux d'hospitalisation post-urgence. Ça, c'est une première chose. Et deuxième chose, le raisonnement ne doit pas être seulement en termes de stock de lits, mais de flux. C'est-à-dire que souvent, le MCO est saturé parce qu'il n'y a pas de place en SSR, le SSR est saturé parce qu'il n'y a pas de place en médico-social, et souvent c'est en agissant sur l'ensemble de la filière, donc avec des mesures sur de l'hébergement temporaire en EHPAD, etc., qu'on arrive à trouver des places en MCO qui ressort par le BJML. Donc voilà, besoin territorial ou infraterritorial par grande métropole, avec tous les établissements publics et privés, ça c'est une première chose, et travailler sur les flux plutôt que uniquement sur les stocks de lits. Merci. Je rajouterai juste un point. Je pense qu'il faut faire des rétextes territoriaux. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut que l'ensemble des acteurs sur le territoire soient autour de la table pour qu'on comprenne ce que fait chacun au sein de ces filières pour pouvoir organiser l'aval des urgences. Juste, je voudrais... C'est ce qu'on fait dans le cadre de la coordination territoriale. On se concentre. On était rentré par cette porte de l'aval des urgences et le but d'avoir tout le monde autour de la table, c'est qu'on travaille sur toutes les filières, MCO, SMR, EHPAD, hébergement temporaire, etc. Merci.